En l'espace de 50 ans, tout s'arrête. Pas une ville. Pas un royaume. Pas une civilisation. Les palais s'effondrent sous des flammes que personne ne viendra éteindre. Les archives se taisent. Les routes commerciales qui reliaient l'Égypte à la Mésopotamie, les côtes de la Grèce mycénienne aux rivages de l'Anatolie hittite, se vident en silence. Des cités qui avaient survécu à des siècles de guerre, de famine et de conquêtes disparaissent en une génération. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que personne ne sait vraiment pourquoi. Imagine un monde à son apogée. Un monde où des rois s'écrivent des lettres diplomatiques en s'appelant « mon frère ». Où des flottes marchandes transportent du cuivre, de l'étain, du blé, des parfums, des chevaux et des idées à travers toute la Méditerranée orientale. Où des architectes élèvent des palais à plusieurs étages, où des scribes tiennent des registres comptables d'une précision chirurgicale, où des armées, capables de déplacer des milliers de chars de guerre, font trembler la terre. C'est ça, l'âge du bronze à son zénith, vers l'an 1200 avant notre ère. Une civilisation mondiale. Et puis le silence. Dans les ruines d'Ougarit, l'une des grandes métropoles commerciales de l'époque, les archéologues ont retrouvé une lettre. Elle était encore dans le four où on la cuisait pour l'envoyer. Elle n'est jamais partie. Elle décrivait des ennemis surgis de la mer, des villes en feu, une armée qui ne venait pas à temps. Quelqu'un a écrit ces mots, en sachant que c'était peut-être la dernière chose qu'il écrirait jamais. Et il avait raison. Ougarit ne s'est jamais relevé. Personne ne l'a reconstruite. Là, l'a simplement avalée pendant 3000 ans. Ce qui s'est passé entre l'an 1200 et l'an 1150 avant notre ère est l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Un effondrement systémique si total, si brutal et si complet qu'il a plongé toute une partie du monde dans ce que les historiens appellent un âge sombre. 300 ans pendant lesquels l'écriture disparaît, le commerce s'arrête, les populations s'effondrent et la mémoire collective s'évapore. 300 ans. 10 générations qui grandissent dans les décombres d'un monde qu'elles n'ont jamais connu et dont elles ne savent même plus prononcer les noms. Ce n'est pas l'histoire d'une bataille perdue. Ce n'est pas l'histoire d'un empire affaibli par la corruption ou la décadence. C'est quelque chose de bien plus rare, de bien plus terrifiant. C'est l'histoire d'un monde entier qui s'est fissuré de l'intérieur, sous le poids combiné du climat, des migrations, de la fragilité cachée de sa propre sophistication. Et la raison pour laquelle cette histoire devrait te glacer le sang, ce n'est pas parce qu'elle s'est passée il y a 3000 ans. C'est parce que chaque mécanisme qui a détruit l'âge du bronze existe encore aujourd'hui. Il y a un détail dans cette histoire que la plupart des gens ne connaissent pas. Un détail qui, quand tu le comprends vraiment, change la façon dont tu regardes tout le reste. Ce n'est pas une bataille. Ce n'est pas un roi. Ce n'est pas une date gravée dans le marbre des manuels scolaires. C'est une absence. Un silence. Le silence le plus lourd de toute l'histoire humaine. Et pour comprendre ce silence, il faut d'abord comprendre ce qui l'a remplacé. Vers l'an 1200 avant notre ère, la Méditerranée orientale est le centre du monde. Pas métaphoriquement, littéralement. C'est là que battent les cœurs des civilisations les plus avancées que la planète ait jamais produites. L'Égypte des pharaons, avec ses temples colossaux et ses greniers pleins à ras-bord, l'Empire hittite, qui contrôle l'Anatolie d'une main de fer et négocie d'égal à égal avec les dieux vivants du Nil. Les Mycéniens de Grèce, avec leurs palais fortifiés et leurs guerriers couverts de bronze,
Et entre eux, un réseau de cités-États commerçantes, de ports prospères, de routes maritimes qui transportent chaque année des milliers de tonnes de cuivre, d'étain, de cèdre, d'huile d'olive, de vin, d'ivoire et de verre. Un monde globalisé, un monde qui fonctionne, un monde qui, de l'extérieur, semble avoir tout compris. Et puis, en moins de 50 ans, tout ça disparaît. Pas progressivement, pas lentement comme une flamme qui s'épuise, brutalement. Comme si quelqu'un avait soufflé sur la carte et effacé des siècles de construction humaine d'un seul geste. Les palais mycéniens de Tirynthe, de Mycène, de Pylos brûlent et ne sont jamais reconstruits. La civilisation hittite, l'une des puissances militaires les plus redoutables que le monde ait connues, s'évapore si complètement que pendant 2000 ans, les historiens pensent qu'elle n'a peut-être jamais existé. Ougarit, le Manhattan de l'âge du bronze, le port où se croisaient des marchands de 12 nations différentes, est rasé et avalé par la terre pour 3 millénaires. Ce n'est pas un déclin, c'est une amputation. Voilà la première question que je veux planter dans ta tête et qu'on va traquer ensemble tout au long de cette histoire. Comment est-ce possible ? Comment un système aussi complexe, aussi robuste, aussi profondément enraciné dans des siècles d'institutions et de savoir-faire, peut-il s'effondrer aussi vite ? Et surtout, parce que c'est là que ça devient vraiment inconfortable, est-ce qu'un système aussi sophistiqué que le nôtre pourrait subir le même sort ? Je ne te donne pas la réponse maintenant, mais garde cette question quelque part dans un coin de ta tête, parce qu'elle va revenir. Ce qui rend cet effondrement unique dans les annales de l'humanité, c'est son caractère simultané. L'histoire est pleine d'empires qui tombent. Les Romains tombent, les Mongols se retirent, les dynasties chinoises s'enchaînent et se remplacent. Mais dans tous ces cas, quand un empire s'effondre, un autre prend sa place. Il y a une continuité. Il y a des survivants qui récupèrent les décombres et construisent quelque chose de nouveau sur les ruines. Ce qui se passe à la fin de l'âge du bronze, c'est différent. Ce ne sont pas quelques royaumes qui tombent. C'est le système entier qui lâche. Toutes les grandes puissances, presque au même moment, dans un enchaînement si rapide et si total qu'il ressemble moins à une série de catastrophes séparées qu'à l'effondrement d'un seul organisme gigantesque dont tous les organes cèdent en même temps. Les archéologues qui ont fouillé les sites de cette époque décrivent des scènes qui donnent le vertige. À Pylos, dans le palais du roi de Messénie, les tablettes d'argile racontent les préparatifs frénétiques d'une attaque imminente. Des guetteurs postés sur les côtes, des rameurs mobilisés en urgence, des stocks d'armes redistribués. Et puis plus rien. Le palais brûle. Les tablettes survivent par accident, cuites par l'incendie qui aurait dû les détruire. Personne ne reviendra jamais s'en occuper. C'est comme si on ouvrait un tiroir dans une maison abandonnée depuis 3000 ans et qu'on trouvait la liste de courses de la dernière matinée normale, juste avant que tout parte en fumée. Mais voilà où l'histoire se complique, et c'est là que la plupart des récits populaires se trompent. Il n'y a pas de coupable unique. Pendant longtemps, les historiens ont pointé du doigt les fameux « peuples de la mer », ces mystérieux envahisseurs venus de nulle part, comme les grands responsables de tout ce chaos. C'est une réponse simple, propre, satisfaisante, et probablement fausse, ou du moins très incomplète. Parce que quand on regarde de près les preuves, ce qu'on voit, ce n'est pas une invasion qui détruit un monde en bonne santé. Ce qu'on voit, c'est un monde déjà en train de se déchirer de l'intérieur, secoué par des sécheresses catastrophiques, des famines à répétition, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement et des révoltes sociales, sur lequel arrivent ensuite des vagues de migration et de violence qui achèvent ce que le système avait déjà commencé à faire lui-même. C'est cette nuance qui me fascine, parce qu'elle change tout à la lecture qu'on fait de cet effondrement. Ce n'est pas l'histoire de barbares qui détruisent une civilisation brillante. C'est l'histoire d'une civilisation brillante qui s'est rendue elle-même vulnérable, qui a construit sa propre fragilité dans les fondations mêmes de sa sophistication et qui,
quand les chocs sont arrivés de l'extérieur, n'avait plus les ressources internes pour absorber le coup. Ce n'est pas une histoire de monstre venu de dehors. C'est une histoire d'un système qui se dévore lui-même. Et si ça ne te rappelle rien de contemporain, alors tu n'as pas regardé les nouvelles depuis longtemps. Il y a une deuxième question que je veux ouvrir maintenant et qu'on va explorer ensemble dans les pages qui suivent. Parmi toutes les civilisations frappées par cet effondrement, une seule survit vraiment, l'Égypte. Pas intacte, saignée, diminuée, transformée, mais debout. Pourquoi elle et pas les autres? Qu'est-ce qu'elle avait, ou qu'est-ce qu'elle avait fait, qui lui a permis de traverser ce cataclysme quand tout le reste s'effondrait? La réponse à cette question est beaucoup moins glorieuse qu'on pourrait l'espérer. Et elle nous dit quelque chose de très précis sur la résilience. Sur ce qui permet à un système de survivre quand le monde autour de lui prend feu. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que l'âge du bronze ne s'est pas terminé sur une défaite militaire. Il ne s'est pas terminé sur la victoire d'un peuple supérieur sur un peuple inférieur. Il s'est terminé comme se terminent la plupart des grandes catastrophes de l'histoire, par une accumulation de crises interdépendantes que personne n'a su gérer ensemble, qui se sont alimentées mutuellement jusqu'à ce que le poids total devienne insupportable. Une sécheresse affaiblit les récoltes. Des récoltes qui manquent créent des famines. Des famines mettent des populations en mouvement. Des populations en mouvement créent des conflits. Des conflits brisent les routes commerciales. Des routes commerciales brisées coupent l'approvisionnement en matières premières. Sans matières premières, les armées ne peuvent plus se battre. Les palais ne peuvent plus fonctionner. Les élites ne peuvent plus maintenir leur emprise. Et quand les élites lâchent, tout le reste suit. Domino par domino, continent par continent. En 50 ans. Voilà ce que tu vas comprendre dans cette histoire. Pas juste ce qui s'est passé, mais comment ça s'est passé. Et surtout, pourquoi des hommes et des femmes qui vivaient dans l'une des civilisations les plus avancées que le monde ait jamais vues n'ont pas su, ou pas pu, l'arrêter. Avant de comprendre comment un monde s'effondre, il faut comprendre ce que ce monde valait. Et là, je dois être honnête avec toi, ce que je vais te décrire va probablement te surprendre. Parce que l'âge du bronze, dans l'imaginaire collectif, c'est souvent synonyme de primitif, de rudimentaire, d'homme en peau de bête qui se tape dessus avec des massues. La réalité est tellement différente de cette image qu'elle ressemble presque à de la fiction. Ce monde-là, le monde qui existait vers l'an 1200 avant notre ère, était d'une sophistication que l'humanité ne retrouvera pas avant des siècles. Et ça, c'est le premier détail qui devrait te couper le souffle. Commençons par ce qui frappe le plus, l'échelle. La Méditerranée orientale de l'âge du bronze tardif est un espace économique intégré. Un seul marché, relié par des routes maritimes permanentes, où circulent des marchandises venues de régions séparées par des milliers de kilomètres. Le cuivre vient de Chypre, l'étain vient d'Anatolie, peut-être d'Afghanistan, peut-être même de régions plus lointaines encore. Le bois de cèdre vient du Liban, le blé vient d'Égypte, l'ambre vient de la Baltique, l'ivoire vient d'Afrique, et tout ça se retrouve dans les mêmes ports, dans les mêmes entrepôts, échangés par des marchands qui parlent plusieurs langues et naviguent des routes qu'ils connaissent depuis des générations. C'est du commerce international, au sens le plus littéral du terme, 3000 ans avant qu'on invente le mot. Mais le commerce, c'est seulement la couche visible. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la diplomatie. Les grandes puissances de l'époque, l'Égypte, l'Empire hittite, Babylone, la Syrie, Chypre, les royaumes mycéniens, entretiennent des relations diplomatiques formelles avec des ambassadeurs, des traités écrits,
des mariages dynastiques arrangés sur plusieurs générations et une correspondance régulière que les archéologues ont retrouvée gravée dans l'argile. Ces lettres ont un nom, les archives d'Amarna. Elles ont été découvertes en Égypte à la fin du XIXe siècle et elles constituent l'une des fenêtres les plus extraordinaires que nous ayons sur ce monde disparu. Des rois qui s'écrivent pour se plaindre que les cadeaux ne sont pas assez généreux. Des pharaons qui négocient des alliances matrimoniales avec des princes anatoliens. Des souverains qui demandent des médecins, des artisans, des matières premières. Un réseau de relations humaines aussi complexe, aussi nuancé, aussi bureaucratique que n'importe quelle chancellerie moderne. Prends l'Empire hittite. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, ou alors seulement comme une note de bas de page dans l'histoire de l'Égypte. C'est une injustice absurde. Les Hittites sont la deuxième grande puissance militaire de leur époque, capable d'aligner des armées de plusieurs milliers de chars de guerre, maîtres d'une métallurgie du fer si avancée qu'elle leur donne un avantage technologique décisif sur presque tous leurs voisins. Ils contrôlent l'Anatolie entière, une grande partie du Levant, et ils ont combattu l'Égypte à la bataille de Kadesh, vers l'an 1274 avant notre ère, dans ce qui est probablement le premier grand affrontement entre superpuissances de l'histoire. Cette bataille se termine sans vainqueur clair, et les deux empires signent ensuite le premier traité de paix dont on ait conservé le texte. Un document écrit en deux langues, gravé dans l'argile et dans l'argent, qui prévoit des clauses d'extradition, d'assistance mutuelle et de non-agression. Il est aujourd'hui exposé au siège des Nations Unies à New York. Réfléchis à ça une seconde. Le premier traité de paix international de l'histoire humaine a été rédigé il y a plus de 3000 ans entre deux empires dont la plupart des gens ne savent pas prononcer le nom. Et puis il y a les Mycéniens. Ces Grecs de l'âge du bronze que la plupart d'entre nous connaissent vaguement à travers Homère et les légendes de la guerre de Troie. Mais les Mycéniens réels, ceux que les archéologues ont exhumés de leurs palais fortifiés, sont quelque chose de bien plus saisissant que n'importe quelle épopée. Ce sont des administrateurs obsessionnels. Leurs scribes tiennent des registres d'une précision maniaque. Le nombre de roues stockées dans chaque entrepôt, la quantité de laine produite par chaque atelier, les rations alimentaires distribuées à chaque catégorie de travailleurs. Ces tablettes d'argile, que les historiens appellent les tablettes en linéaire B, ne sont pas des poèmes ou des prières. Ce sont des feuilles de calcul, des inventaires, des bordereaux de livraison. C'est la preuve que la civilisation mycénienne fonctionnait sur une économie de palais centralisée et planifiée, d'une complexité administrative que l'Europe occidentale ne retrouvera pas avant le Moyen Âge tardif. Ougarit mérite qu'on s'y arrête un moment, parce que c'est peut-être la ville qui incarne le mieux ce que l'âge du bronze avait construit. Située sur la côte de ce qui est aujourd'hui la Syrie, Ougarit est une cité-État indépendante, mais elle est au cœur de tout. C'est une plaque tournante commerciale où se croisent des marchands égyptiens, hittites, chypriotes, mycéniens, babyloniens. Les fouilles archéologiques y ont mis au jour des quartiers entiers d'habitations qui abritaient des communautés de marchands étrangers, chacune avec ses propres temples, ses propres dieux, ses propres coutumes. C'est une ville multiculturelle dans le sens le plus concret du terme. Et dans ces archives, on trouve des lettres écrites en plusieurs langues, parfois dans la même correspondance, parce que les scribes d'Ougarit maîtrisaient couramment le sumérien, l'akkadien, le hittite, le hourite et leur propre langue locale. Ce n'est pas une ville primitive, c'est une métropole internationale, aussi cosmopolite que n'importe quelle capitale moderne. Ce qui me fascine dans tout ça, c'est ce que ça révèle sur la humaine. Les hommes et les femmes qui vivaient dans ce monde n'étaient pas différents de nous. Ils avaient des ambitions, des rivalités, des peurs, des espoirs. Ils s'endettaient, ils spéculaient, ils faisaient de la politique. Ils protégeaient leurs intérêts économiques avec une sophistication qui n'a rien à envier aux stratégies modernes. Un marchand chypriote de l'an 1250 avant notre ère, qui négocie le prix du cuivre avec un acheteur hittite,
n'est pas fondamentalement différent d'un trader qui aujourd'hui fixe les cours des matières premières sur un écran. Les outils sont différents. La logique humaine derrière, elle, est identique. Mais voilà le revers de cette médaille brillante. Tout ce que je viens de décrire, cette interconnexion, cette spécialisation, cette dépendance mutuelle entre des régions séparées par des milliers de kilomètres, est aussi la description d'un système extraordinairement fragile. Une chaîne logistique mondiale, c'est impressionnant quand tout fonctionne. C'est catastrophique quand un maillon cède. Et l'âge du bronze tardif, dans sa sophistication même, dans sa complexité même, avait construit une dépendance si profonde entre ces différentes parties que la défaillance d'une seule pouvait se propager à toutes les autres avec une vitesse et une brutalité que personne n'avait anticipées. Le monde de l'an 1200 avant notre ère était puissant, il était brillant, il était connecté, et il était, sans le savoir, à la merci de lui-même. Alors voilà la question qui devrait commencer à te déranger. Si ce monde était aussi avancé, aussi organisé, aussi capable de planifier et d'administrer des systèmes complexes, pourquoi n'a-t-il pas vu venir ce qui allait l'anéantir ? Pourquoi ces rois, ces scribes, ces généraux, avec toutes leurs tablettes d'argile et leurs traités diplomatiques et leurs armées de chars, n'ont-ils pas trouvé le moyen d'arrêter l'effondrement ? La réponse à cette question est plus inconfortable que tu ne l'imagines. Et elle commence, comme souvent dans l'histoire, non pas par une invasion ou une guerre, mais par quelque chose de beaucoup plus silencieux. Quelque chose dans le ciel, quelque chose dans la terre. Quelque chose qui, au moment où les gens ont commencé à le sentir, était déjà trop tard pour être arrêté. Il y a une inscription sur les murs du temple de Médinet Abou, en Égypte, qui date d'environ l'an 1180 avant notre ère. Elle décrit une menace venue de la mer, avec des mots qui font encore froid dans le dos 3000 ans plus tard. Le texte dit, en substance, que des îles ont été mises en mouvement et dispersées dans la bataille, que personne ne pouvait résister à leurs armes, que pas un seul pays n'avait pu s'opposer à eux. L'Égypte désigne ses envahisseurs d'un terme générique, les peuples de la mer. Et pendant des décennies, l'histoire a fait d'eux les grands coupables de l'effondrement de l'âge du bronze. Une horde barbare surgit de nulle part, qui aurait tout balayé sur son passage. C'est une belle histoire, simple, claire et fondamentalement trompeuse. Le problème avec les peuples de la mer, c'est qu'ils n'existent pas. Pas au sens où les sources égyptiennes les décrivent en tout cas. Ce qu'on appelle les peuples de la mer n'est pas une nation, pas un peuple unifié, pas une armée organisée avec un commandement central et un projet de conquête cohérent. C'est un terme parapluie, inventé par les Égyptiens pour désigner une série de groupes différents, aux origines diverses, poussés par des forces que nous allons explorer, qui ont déferlé sur la Méditerranée orientale sur plusieurs décennies. Parmi eux, les textes égyptiens mentionnent des noms que les historiens associent à des peuples que nous connaissons sous d'autres appellations. Les Pélésais, qui seraient les ancêtres des Philistins bibliques, les Djékers, les Shekelech, les Déniens, peut-être liés aux Danaens d'Homère. Des groupes distincts, avec des cultures distinctes, des origines géographiques distinctes, que les Égyptiens ont amalgamés sous une seule étiquette, parce que, de leur point de vue, ils venaient tous de la même direction, la mer. Ce qui rend ces groupes si difficiles à identifier, c'est qu'ils ne laissent presque rien. Pas d'archives propres, pas de capitales retrouvées, pas de textes dans leur langue. Ils apparaissent dans les sources des civilisations qu'ils ont heurtées, les inscriptions égyptiennes, quelques lettres hittites, les archives d'Ougarit, et nulle part ailleurs. Ce sont des fantômes historiques, des ombres que nous ne connaissons que par les yeux de leurs victimes. Et ça, c'est déjà un premier problème méthodologique énorme. Quand la seule source sur un groupe humain est écrite par ceux qui l'a attaqué, il faut se méfier de l'objectivité du portrait. Les Égyptiens avaient tout intérêt à décrire les peuples de la mer comme une force irrationnelle et monstrueuse. Ça justifiait la gloire du pharaon qui les avait repoussés. Ça simplifiait une réalité autrement plus complexe et autrement plus inconfortable.
Parce que voilà ce que les données archéologiques modernes suggèrent, et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Une grande partie des peuples de la mer n'étaient peut-être pas des envahisseurs venus de l'extérieur du système. Ils étaient peut-être le système lui-même, en train de se désintégrer. Des populations déplacées par les sécheresses et les famines qui ravagent la région depuis des décennies. Des soldats mercenaires, issus des armées des royaumes effondrés, qui se retrouvent sans employeur et sans moyens de subsistance. Des communautés entières, hommes, femmes, enfants, qui migrent en masse parce que leur territoire d'origine est devenu inhabitable. Ce ne sont pas des barbares qui détruisent d'une civilisation de l'extérieur. Ce sont les victimes d'une civilisation déjà en train de s'effondrer, qui se mettent en mouvement et accélèrent, en se déplaçant, la destruction d'un système déjà gravement endommagé. Cette nuance change tout. Parce que si les peuples de la mer sont en partie des réfugiés climatiques et économiques plutôt que des conquérants organisés, alors le récit de l'effondrement n'est plus celui d'une agression extérieure. C'est le récit d'un effondrement en cascade, où des populations déstabilisées par des crises en amont viennent déstabiliser à leur tour des régions encore relativement stables, qui à leur tour génèrent de nouveaux déplacés, qui à leur tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la structure s'écroule. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un effondrement systémique, un phénomène où la cause et l'effet deviennent impossibles à démêler parce que chaque conséquence devient elle-même une cause. Un serpent qui se mord la queue à l'échelle d'un continent entier. Les lettres retrouvées à Ougarit donnent une idée concrète de ce que ça ressemblait de l'intérieur. Dans l'une des dernières correspondances de la cité, son roi écrit au roi de Chypre pour lui signaler que ses côtes sont attaquées depuis la mer. Il demande des renforts. Il explique que ses propres troupes sont absentes, mobilisées sur d'autres fronts. La réponse chypriote, si elle a existé, n'a jamais été retrouvée. Ce qui est certain, c'est qu'Ougarit a brûlé peu après. Dans une autre lettre, le roi d'Alachia, probablement Chypre, avertit Ougarit que des navires ennemis ont été aperçus en mer. Il n'en connaît pas le nombre exact, il ne sait pas d'où ils viennent, il ne sait pas ce qu'ils veulent. Cette incertitude, cette incapacité à identifier clairement l'ennemi, est peut-être l'élément le plus paralysant de toute la crise. Comment mobiliser une défense contre quelque chose qu'on ne comprend pas ? Il y a un parallèle moderne qui s'impose ici, et je vais le faire sans m'excuser. Ce que vivent les élites de l'âge du bronze tardif face au peuple de la mer ressemble à ce que vivent aujourd'hui les gouvernements face à des crises migratoires massives déclenchées par des catastrophes climatiques. Ce ne sont pas des armées qui franchissent les frontières. Ce sont des populations en détresse qui bougent parce qu'elles n'ont plus le choix. Et les systèmes politiques qui les reçoivent, souvent déjà fragilisés par leurs propres problèmes internes, ne savent pas comment répondre à une pression qui n'est pas une guerre traditionnelle, mais qui a des effets tout aussi déstabilisateurs. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. L'histoire a une façon de se répéter non pas dans ses détails, mais dans ses mécanismes profonds. Mais revenons au XIIIe et XIIe siècle avant notre ère. Parce qu'il y a un autre élément crucial que la légende des peuples de la mer tente à occulter. Les destructions attribuées à ces groupes ne se produisent pas toutes au même moment, ni selon le même schéma. Certaines cités brûlent et montrent des signes de combat. D'autres sont simplement abandonnées, sans trace de violence, comme si les habitants étaient partis d'eux-mêmes avant que les problèmes n'arrivent. D'autres encore montrent plusieurs couches de destruction séparées par des décennies, ce qui suggère des crises répétées plutôt qu'un événement unique. Ce tableau archéologique morcelé ne correspond pas à une invasion massive et coordonnée. Il correspond à une désintégration progressive, irrégulière, alimentée par des facteurs multiples dont les peuples de la mer ne sont qu'un élément parmi d'autres. Alors, qui étaient vraiment les peuples de la mer ? La réponse honnête est « Nous ne savons pas avec certitude ». Et cette incertitude est elle-même révélatrice.
Elle nous dit que ces groupes n'étaient pas assez organisés, pas assez homogènes, pas assez durables pour laisser une trace culturelle cohérente. Ils ont traversé l'histoire comme une vague traverse une plage, avec une force destructrice indéniable sur le moment, mais sans laisser derrière eux autre chose que du sable remué et des coquillages brisés. Ce qui a détruit l'âge du bronze n'avait pas de visage unique, n'avait pas de nom unique, n'avait pas de plan. Et c'est précisément ce qui le rendait impossible à combattre. On ne négocie pas avec une sécheresse. On ne signe pas de traité de paix avec une famine. On ne peut pas mettre en déroute une migration de masse avec des chars de guerre. Les rois de l'âge du bronze avaient des outils extraordinaires pour répondre à des menaces qu'ils comprenaient. Ce qui les a tués, c'est ce qu'ils n'ont pas su nommer. Il y a une lettre qui me hante. Elle a été envoyée par le roi hittite Tudhaliya IV à son homologue Dougarit, quelque part autour de l'an 1220 avant notre ère. Le ton n'est pas celui d'un souverain qui commande. C'est le ton d'un homme qui supplie. Il réclame du grain. Pas des chevaux, pas des soldats, pas de l'or, du grain. Il écrit que c'est une question de vie ou de mort pour son pays, que si le grain n'arrive pas, des gens vont mourir. L'Empire hittite, la deuxième puissance militaire du monde connu, le royaume qui avait tenu tête à l'Égypte sur le champ de bataille de Kadesh, mendiait de la nourriture. Ça ne s'improvise pas, ça ne se décrète pas. Ça arrive quand quelque chose de fondamental a cessé de fonctionner. Et ce quelque chose, c'était la pluie. Les données paléoclimatiques sont formelles, et elles sont terrifiantes dans leur précision. Les carottes de glace prélevées en Antarctique et au Groenland, les analyses de pollen fossilisés dans les sédiments lacustres, les cernes de croissance des arbres anciens, toutes ces sources convergent vers le même constat. À partir d'environ l'an 1200 avant notre ère, la Méditerranée orientale entre dans une période de sécheresse prolongée et sévère. Pas une mauvaise saison, pas 2 années difficiles. Une transformation climatique durable qui va assécher les terres agricoles, réduire les rendements céréaliers, tarir des rivières et des sources qui avaient coulé sans interruption depuis des générations. Les scientifiques qui ont reconstitué ce tableau climatique parlent d'une anomalie sèche qui a duré entre 150 et 300 ans. 300 ans de terre qui se craquelle. 300 ans de greniers qui se vident. Pour comprendre ce que ça signifie concrètement, il faut sortir des chiffres abstraits et entrer dans la réalité quotidienne d'un paysan anatolien ou levantin de cette époque. Son existence entière repose sur la récolte. Pas comme une métaphore, comme une réalité physique absolue. Si la récolte est bonne, il mange, il paie ses impôts en grains au palais, et il survit à l'hiver. Si la récolte est mauvaise une année, il puise dans ses réserves et espère que l'année suivante sera meilleure. Si la récolte est mauvaise 2 années de suite, il n'a plus de réserves et il commence à vendre ce qu'il possède pour acheter de la nourriture. Si la récolte est mauvaise 3 années de suite, il n'a plus rien à vendre. À ce stade, soit il meurt, soit il part. Et quand des millions de personnes partent en même temps, le monde tremble. Le grain n'était pas seulement une denrée alimentaire dans l'économie de l'âge du bronze. Il était la monnaie de base, le carburant de tout le système. Les palais collectaient le grain comme impôt, le redistribuaient comme salaire aux artisans, aux soldats, aux fonctionnaires, l'utilisaient comme monnaie d'échange dans le commerce international. Toute la mécanique sophistiquée que nous avons décrite, les flottes marchandes, les armées de chars, les corps diplomatiques, fonctionnaient au grain. Coupe l'approvisionnement en grains, et tu ne coupes pas seulement la nourriture. Tu coupes les salaires, tu coupes les armées, tu coupes le commerce, tu coupes la diplomatie. Tu coupes tout. La sécheresse n'a pas seulement affamé les populations de l'âge du bronze, elle a retiré le carburant d'un moteur qui ne pouvait pas tourner sans lui. Les traces de cette famine sont partout dans les archives de l'époque, pour qui sait les lire. Les textes hittites mentionnent des situations d'urgence alimentaire à répétition dans les dernières décennies de l'Empire. Les archives zougaritiques enregistrent des demandes de réduction d'impôts de la part de villages qui n'arrivent plus à produire suffisamment. Une lettre envoyée depuis l'Égypte vers Canaan mentionne explicitement l'envoi de provisions
pour maintenir en vie des populations frappées par la famine. Dans une autre correspondance, un fonctionnaire égyptien décrit avec une précision glaçante les conditions dans lesquelles vivent les paysans de sa région. Des gens qui mangent leurs enfants. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la rhétorique. C'est un rapport administratif. Un fonctionnaire qui documente ce qu'il voit parce que c'est son travail de le documenter. Mais la sécheresse ne frappe pas uniformément. C'est l'un de ses aspects les plus déstabilisateurs. Certaines régions souffrent plus tôt, d'autres plus tard. Certaines années sont moins sèches que d'autres. Cette irrégularité crée des disparités qui alimentent les tensions. Les régions qui s'en sortent mieux deviennent des aimants pour les populations des régions dévastées. Les routes migratoires se forment, d'abord comme un filet, puis comme un torrent. Et ces mouvements de population mettent une pression supplémentaire sur des systèmes agricoles déjà fragiles dans les zones de destination, créant de nouvelles pénuries là où il y en avait moins. La sécheresse se propage ainsi non seulement par ses effets directs sur les récoltes, mais par ses effets indirects sur les flux humains qu'elle déclenche. C'est un effet domino à l'échelle d'un continent, et il se déroule sur des décennies. Il y a un site archéologique en Syrie du Nord, à Tel Leilan, qui illustre ce processus avec une clarté presque pédagogique. Cette ville prospère, un centre administratif régional important, est abandonnée brusquement vers la fin du IIIe millénaire, lors d'un épisode de sécheresse antérieure, puis se repeuple quand les conditions s'améliorent, puis est à nouveau touchée lors de la grande sécheresse de la fin de l'âge du bronze. Les couches sédimentaires racontent cette histoire mieux que n'importe quel texte. Une ville pleine, puis des rues vides, puis une ville pleine à nouveau, puis des rues vides définitivement. La sécheresse n'était pas une nouveauté absolue dans cette région. Ce qui était nouveau, c'était son intensité, sa durée, et surtout le fait qu'elle frappait simultanément un système devenu trop interdépendant pour absorber un choc de cette ampleur. Voilà ce que les anciens manuels d'histoire ratent complètement quand ils racontent l'effondrement de l'âge du bronze. Ils cherchent un événement, une bataille décisive, un conquérant, une date. Et ils passent à côté de l'essentiel, qui est un processus lent, invisible, sans visage et sans épée, qui ronge les fondations d'un monde de l'intérieur pendant des décennies, avant que ce monde ne s'effondre visiblement. La sécheresse ne fait pas la une. Elle ne remplit pas les annales des rois. Elle s'accumule, silencieusement, dans les rapports des fonctionnaires locaux, dans les lettres désespérées des souverains qui demandent du grain, dans les villages abandonnés que personne ne vient reconstruire. Elle est le bruit de fond de la catastrophe, le murmure avant le hurlement. Et maintenant, une question que je laisse ouverte intentionnellement, parce que la réponse va te surprendre. Si la sécheresse était la cause principale, pourquoi certaines civilisations ont-elles résisté plus longtemps que d'autres ? Pourquoi l'Égypte a-t-elle tenu quand les Hittites s'effondraient ? La réponse n'est pas dans le climat. Le Nil protégeait l'Égypte des pires effets de la sécheresse méditerranéenne grâce à ses crues annuelles alimentées par les pluies équatoriales africaines. Un système hydrologique complètement distinct. Mais même cette protection n'était pas totale. Et même l'Égypte allait finir par plier. Ce qui nous amène à la question suivante, qui est peut-être la plus importante de toutes. Dans un système aussi complexe que celui de l'âge du bronze, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui survivent et ceux qui disparaissent ? La réponse se trouve non pas dans la force militaire, ni dans la richesse accumulée, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus fragile que tout ça. Voici un paradoxe que je veux que tu gardes en tête pendant tout ce chapitre. Plus un système est sophistiqué, plus il est vulnérable. Pas malgré sa sophistication, à cause d'elle. C'est une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on croit intuitivement sur la force et la résilience. On pense que la complexité protège, que la richesse protège, que l'organisation protège. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, jusqu'au moment précis où ça ne l'est plus. Jusqu'au moment où la complexité elle-même
devient le mécanisme de la destruction. L'âge du bronze tardif est l'illustration la plus parfaite, la plus totale, la plus dévastatrice de ce paradoxe que l'histoire humaine ait jamais produite. Et si tu crois que c'est une leçon qui appartient au passé, je te demande d'attendre la fin de ce chapitre avant de conclure. Prenons un exemple concret pour ancrer l'idée. Pour fabriquer une épée de bronze de qualité militaire à l'âge du bronze tardif, il faut 2 métaux, du cuivre et de l'étain. Le cuivre est relativement abondant. On en trouve à Chypre, en Anatolie, dans plusieurs régions de la Méditerranée. Mais l'étain, lui, est rare. Extraordinairement rare dans tout le bassin méditerranéen. Les gisements les plus proches et les plus exploitables se trouvent probablement en Anatolie centrale, peut-être en Afghanistan, peut-être en Europe centrale. Ce qui signifie que pour qu'un forgeron mycénien puisse fabriquer une épée à Mycène, il fallait que de l'étain voyage des milliers de kilomètres à travers plusieurs pays, entre les mains de plusieurs intermédiaires, sur des routes terrestres et maritimes, qui dépendaient de la stabilité politique de chaque région traversée. Une seule rupture dans cette chaîne, et plus d'épée. Plus d'épée et plus d'armée. Plus d'armée et plus de sécurité. Plus de sécurité et plus rien du tout. Voilà comment une pénurie d'étain quelque part en Asie centrale pouvait faire s'effondrer un palais en Grèce. C'est ce que les économistes modernes appellent une chaîne logistique tendue. Le principe est simple. Pour maximiser l'efficacité et réduire les coûts, on élimine les stocks tampons. On produit juste ce qu'il faut, juste au moment où il le faut, en s'appuyant sur des livraisons régulières et prévisibles, plutôt que sur des réserves accumulées. Quand tout va bien, c'est un modèle brillant. Quand quelque chose se grippe, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a aucune marge. Aucun amortisseur. Le système fonctionne à flux tendu et il n'a aucune capacité d'absorption des chocs. L'âge du bronze tardif fonctionnait exactement selon ce principe, non pas par choix idéologique, mais par logique économique naturelle. Et quand les chocs sont arrivés, la sécheresse, les migrations, les conflits, il n'y avait aucun tampon pour les absorber. Mais la fragilité du système ne se limitait pas aux chaînes d'approvisionnement en matières premières. Elle était aussi politique et institutionnelle. Les grands empires de l'époque, hittites, égyptiens, mycéniens, fonctionnaient tous selon un modèle palatial centralisé. Toute la richesse, toute la production, toute la redistribution passait par le palais. Le palais collectait les récoltes, stockait les céréales, payait les artisans, finançait les armées, organisait le commerce extérieur. C'était un modèle efficace dans des conditions stables. C'était un modèle mortellement vulnérable dans des conditions de stress. Parce que si le palais vacille, tout ce qui dépend de lui vacille en même temps. Il n'existe pas de structure alternative, pas d'économie de marché décentralisée, pas de réseau de petits entrepreneurs indépendants capables de prendre le relais. Quand le centre tombe, la périphérie n'a aucun moyen de se maintenir seule. Il y a une analogie moderne qui s'impose ici avec une précision presque incommode. Pense à la façon dont nos économies contemporaines sont organisées. Des chaînes logistiques mondiales étirées sur des dizaines de pays. Une dépendance à des matières premières concentrées dans quelques régions du globe. Des systèmes financiers interconnectés où la faillite d'une banque peut déclencher une crise sur 3 continents en 48 heures. Des infrastructures numériques où une panne de serveur peut paralyser des millions d'utilisateurs simultanément. Ce n'est pas une comparaison alarmiste, c'est un constat structurel. Nous avons construit, exactement comme l'avait fait l'âge du bronze, un système d'une efficacité remarquable et d'une fragilité systémique profonde. La question n'est pas de savoir si c'est risqué. La question est de savoir ce qu'il faudrait comme choc pour que ça lâche. Revenons au XIIIe siècle avant notre ère. Les premiers signes de tension dans le système apparaissent bien avant l'effondrement visible. Les archives hittites montrent une multiplication des conflits frontaliers, des rébellions de vassaux, des difficultés croissantes à maintenir le contrôle sur des territoires éloignés. Les tablettes mycéniennes enregistrent une mobilisation militaire de plus en plus fréquente et de plus en plus coûteuse.
Les registres commerciaux d'Ougarit révèlent des perturbations dans les livraisons habituelles, des retards, des demandes de report de paiement. Ce sont des signaux faibles. Des avertissements que le système envoie à ses gestionnaires. Des alertes que personne ne sait ou ne veut lire correctement. Parce que dans un système centralisé et palatial, les mauvaises nouvelles ont tendance à remonter lentement vers le sommet. Les fonctionnaires locaux minimisent les problèmes pour ne pas paraître incompétents. Les scribes enregistrent ce qu'on leur demande d'enregistrer. Et le roi, au sommet de la pyramide, reçoit une image du monde filtrée par 10 couches d'intérêt bureaucratique. Il y a aussi la question des élites. Dans les systèmes palatials de l'âge du bronze, les élites, les nobles, les grands propriétaires terriens, les chefs militaires, sont à la fois les bénéficiaires du système et ses piliers. Tant que le système prospère, leurs intérêts coïncident avec ceux du palais. Mais quand le système commence à se gripper, quand les ressources se raréfient, quand il faut commencer à rationner, ces élites font quelque chose de très humain et de très destructeur. Elles protègent leurs intérêts propres au détriment du bien commun. Elles dissimulent leur stock de grains pendant les famines. Elles refusent de financer des défenses collectives si elles ne les concernent pas directement. Elles négocient des arrangements séparés avec des envahisseurs potentiels pour protéger leurs propriétés. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la rationalité individuelle dans un contexte de pénurie collective. Mais le résultat est le même. Le système se fragmente précisément au moment où il aurait le plus besoin de cohésion. Le chercheur américain Joseph Tainter a développé dans les années 80 une théorie sur l'effondrement des sociétés complexes qui s'applique à l'âge du bronze avec une précision troublante. Sa thèse centrale est la suivante. Les sociétés répondent aux problèmes en ajoutant de la complexité. Un problème militaire ? On crée une nouvelle couche administrative pour gérer l'armée. Un problème économique ? On ajoute une couche bureaucratique de plus pour réguler le commerce. À chaque crise résolue par plus de complexité, le coût de maintenance du système augmente. Et il arrive un point où le coût marginal d'une couche de complexité supplémentaire dépasse le bénéfice qu'elle apporte. À partir de ce moment, la société est dans une spirale où chaque solution aggrave le problème fondamental. L'âge du bronze tardif avait probablement atteint ce point. Ces systèmes palatials, ces réseaux diplomatiques, ces chaînes logistiques intercontinentales étaient des réponses brillantes à des problèmes réels. Ils étaient aussi devenus si coûteux à maintenir que le système ne pouvait plus se permettre de les faire fonctionner sous stress. Et c'est là que tout s'enclenche. La sécheresse réduit les récoltes. Des récoltes réduites diminuent les revenus du palais. Des revenus diminués contraignent le palais à réduire ses dépenses militaires et administratives. Des dépenses réduites affaiblissent le contrôle sur les frontières et les routes commerciales. Des routes commerciales moins sûres perturbent les approvisionnements en matières premières. Des approvisionnements perturbés ralentissent la production artisanale et militaire. Et pendant ce temps, les populations affamées se mettent en mouvement. Les frontières se porosent et les structures qui auraient pu contenir la crise se désintègrent précisément parce qu'elles n'ont plus les ressources pour fonctionner. Chaque maillon de la chaîne tire sur le suivant. Chaque défaillance amplifie la suivante. C'est un effondrement en cascade, et une fois qu'il commence vraiment, personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Pas même ceux qui comprennent ce qui se passe. Et la question qui devrait te tenir éveillé cette nuit, c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un, dans ce monde sophistiqué et brillant, avait vraiment compris ce qui se passait avant qu'il soit trop tard ? En 1929, un paysan syrien labourait un champ près du village de Ras Shamra, sur la côte nord-ouest de la Syrie actuelle, quand sa charrue heurta quelque chose de dur sous la terre. Ce n'était pas un rocher, c'était le toit d'une tombe. Les archéologues français dépêchés sur place firent rapidement une découverte qui allait bouleverser la compréhension de l'âge du bronze. Sous ce champ, enseveli depuis 3000 ans, dormait Ougarit, une ville entière, intacte dans sa destruction, figée dans le moment précis de sa fin. Et ce que les fouilles allaient révéler au cours des décennies suivantes était quelque chose d'infiniment plus précieux que de l'or ou des bijoux. C'était une voix.
la voix d'un monde qui savait qu'il mourrait. Ugarit, à son apogée vers l'an 1250 avant notre ère, est une ville d'environ 8000 habitants. Ce n'est pas une mégapole, ce n'est pas une capitale d'empire, mais c'est quelque chose d'aussi important à sa façon. C'est un nœud. Un point de convergence où se croisent les routes commerciales, les cultures, les langues et les ambitions de tout le monde méditerranéen oriental. Son port est l'un des plus actifs de la région. Ses entrepôts débordent de marchandises venues de dizaines de pays différents. Ses scribes maîtrisent 6 ou 7 langues. Ses rues abritent des communautés de marchands étrangers qui vivent côte à côte depuis des générations, chacune avec ses propres quartiers, ses propres dieux, ses propres habitudes alimentaires. Si tu voulais prendre le pouls du monde de l'âge du bronze en un seul endroit, tu venais à Ugarit. Les archives retrouvées dans les ruines de la ville sont d'une richesse extraordinaire. Des milliers de tablettes d'argile couvertes d'inscriptions en akkadien, en ourite, en sumérien, en chypro-minoen et surtout dans la langue locale, l'ougaritique, dont l'alphabet est l'un des plus anciens systèmes d'écriture alphabétique connus. Ces tablettes racontent la vie quotidienne de la cité avec une précision que aucun historien n'aurait pu inventer. Des contrats commerciaux, des listes d'inventaire, des hymnes religieux, des textes mythologiques d'une beauté saisissante, des correspondances diplomatiques entre le roi d'Ugarit et ses homologues hittites, égyptiens, chypriotes. Et puis, dans les couches les plus récentes, les plus proches de la destruction finale, quelque chose change dans le ton de ces textes. L'urgence s'installe. La peur perce entre les lignes. Et les dernières lettres retrouvées sont parmi les documents les plus poignants que l'archéologie ait jamais mis au jour. L'une de ces lettres est adressée au roi d'Alachia, probablement Chypre. Elle est écrite par le roi d'Ugarit lui-même, ou par son scribe au nom du roi. Elle décrit des navires ennemis aperçus au large. Elle mentionne des attaques sur les côtes. Elle demande des renforts. Et elle contient une phrase qui résume à elle seule l'état de désespoir dans lequel se trouve la cité. Le roi écrit qu'il n'a plus de soldats disponibles, que ses troupes sont parties vers le nord avec les Hittites, que ses navires ont été envoyés vers d'autres fronts, et qu'Ugarit se retrouve sans défense. Imagine ça. La ville la plus connectée, la plus cosmopolite, la plus richement dotée en réseau d'alliances de tout le monde connu, se retrouvait seule au moment où elle avait le plus besoin d'aide. Tous ses partenaires étaient occupés avec leurs propres catastrophes. Personne ne pouvait venir. Il y a une deuxième lettre, encore plus troublante. Elle est adressée à Ugarit par le préfet d'une ville voisine. Elle avertit que des ennemis sont en train de brûler les villages de la région. Elle décrit des incendies visibles à l'horizon. Elle conseille de fortifier immédiatement les portes de la ville et d'envoyer des guetteurs sur les murs. Et puis, c'est le détail qui me hante depuis la première fois que je l'ai lu, cette lettre n'a jamais été répondue. Elle a été retrouvée dans le four du scribe d'Ugarit, encore en train de cuire. Elle était en cours de traitement administratif quand la ville a été détruite. Quelqu'un l'avait reçue, l'avait fait mettre à cuire pour la conserver, avait peut-être commencé à préparer une réponse. Et puis plus rien. Le four s'est refroidi. La ville a brûlé. Et la lettre a attendu 3000 ans dans l'argile durcie par les flammes de sa propre destruction. Ce que les archéologues ont trouvé dans les ruines d'Ugarit raconte la fin avec une brutalité matérielle sans appel. Des maisons abandonnées en urgence, avec des objets de valeur encore sur les tables, comme si les habitants étaient partis en pensant revenir. Des rues jonchées de débris et de cendres. Des traces d'incendie sur les murs des bâtiments administratifs. Et dans certains secteurs, des corps. Pas enterrés. Pas préparés selon les rites funéraires habituels. Juste là, dans les décombres. Comme si personne n'était revenu pour s'en occuper. Parce que personne n'est revenu. Ugarit n'a pas été reconstruite. Elle n'a pas été réoccupée.
Elle n'a pas été transformée en autre chose. Elle a juste cessé d'exister, du jour au lendemain, après plus de 1000 ans d'occupation continue. Elle a simplement repris ses droits sur ses ruines, centimètre par centimètre, siècle par siècle, jusqu'à ce qu'un paysan et sa charrue la réveillent accidentellement en 1929. Ce qui s'est passé exactement lors des dernières heures d'Ougarit, nous ne le savons pas avec certitude. Les preuves archéologiques suggèrent une attaque soudaine et massive, probablement venue de la mer, qui a pris la ville par surprise ou l'a submergée malgré une défense. Mais le détail le plus révélateur n'est pas dans la destruction elle-même. Il est dans ce qui précède, dans ces lettres d'urgence, dans ce roi qui n'a plus de soldats, dans ces routes commerciales interrompues, dans ces alliés qui ne répondent plus. Ougarit ne meurt pas parce qu'elle était faible. Elle meurt parce que le système entier dont elle faisait partie était déjà en train de s'effondrer autour d'elle, et qu'elle s'est retrouvée isolée, au cœur d'un réseau qui avait cessé de fonctionner. C'est comme un nœud dans un filet. Quand les fils autour de lui se rompent un par un, il ne sert plus à rien d'être solide. Il tombe quand même. Mais Ougarit nous laisse quelque chose d'inestimable au-delà de ses ruines. Elle nous laisse une preuve que les gens qui vivaient dans ce monde n'étaient pas des statistiques, n'étaient pas des abstractions historiques. Ils écrivaient des lettres. Ils avaient peur. Ils demandaient de l'aide. Ils essayaient de protéger ce qu'ils avaient construit. Le scribe qui a mis cette dernière lettre dans le four pour la cuire et la conserver était quelqu'un qui croyait encore que les choses pouvaient s'arranger, que l'aide allait arriver, que demain serait différent d'aujourd'hui. Cette foi dans la continuité, dans la persistance du monde tel qu'il était, est peut-être la chose la plus humaine et la plus déchirante de toute cette histoire. Parce que nous faisons tous la même chose. Nous croyons tous, jusqu'au dernier moment, que le monde auquel nous sommes habitués va continuer à exister. Il y a une question que je pose depuis le début de cette histoire et dont je vais maintenant commencer à esquisser la réponse. Est-ce que quelqu'un, dans ce monde qui s'effondrait, a survécu? Est-ce qu'une civilisation, une seule, a réussi à traverser le cataclysme sans être détruite? La réponse est oui. Une seule. Et la façon dont elle a survécu, les compromis qu'elle a dû faire, le prix qu'elle a payé pour rester debout quand tout le reste tombait, dit quelque chose de profond et de troublant sur ce que la survie signifie vraiment. Ce n'est pas la victoire glorieuse que tu imagines peut-être. C'est quelque chose de plus ambigu, de plus douloureux et de beaucoup plus instructif que ça. Sur les murs du temple de Médinet Abou, à Luxor, il y a une scène gravée dans la pierre avec une précision presque cinématographique. Des navires égyptiens manœuvrent dans une bataille navale serrée contre des embarcations ennemies. Des archers tirent depuis les ponts, des hommes tombent à l'eau, des corps flottent. Et au centre de tout ça, dominant la scène du haut de sa grandeur divine, le pharaon Ramsès III, arc tendu, regard impassible, maître absolu de la situation. C'est une image de triomphe total, de puissance absolue, de civilisation qui repousse le chaos avec une aisance souveraine. Et comme presque tout ce que les pharaons ont fait graver dans leur temple, c'est une image qui dit autant par ce qu'elle cache que par ce qu'elle montre. Parce que la réalité de l'Égypte de Ramsès III était infiniment plus complexe, plus fragile et plus tragique que cette propagande de pierre ne voulait l'admettre. Commençons par le triomphe, parce qu'il est réel. Vers l'an 1180 avant notre ère, les peuples de la mer attaquent l'Égypte par 2 fronts simultanés. Une offensive terrestre venue du Levant, accompagnée d'une invasion navale en Méditerranée orientale. C'est une attaque d'une ampleur sans précédent. Les mêmes groupes qui ont détruit les Hittites, rasé Ougarit, balayé les cités côtières du Levant, se retournent maintenant vers la dernière grande puissance encore debout. Et Ramsès III leur répond avec une efficacité militaire remarquable. Il organise une défense coordonnée sur les 2 fronts.
Ils tentent un piège naval dans les bouges du delta du Nil, coincent les navires ennemis dans des eaux peu profondes où leur mobilité est réduite, et les massacrent avec des archers postés sur les rives. La victoire est réelle. Les reliefs de Medinet Habu en témoignent avec une précision dans les détails des bateaux et des combattants qui convainc la plupart des historiens de leur authenticité militaire, même si l'échelle du triomphe est évidemment amplifiée par la propagande royale. Mais voilà ce que Ramsès III ne grave pas dans ses temples. Voilà ce que les bas-reliefs triomphants omettent soigneusement. À l'intérieur même du palais, pendant les années qui suivent ces victoires militaires, l'Égypte est en train de se décomposer de l'intérieur. Les archives administratives de cette période, retrouvées dans les sites de Der el-Médineh et ailleurs, racontent une histoire radicalement différente de celle des murs du temple. Des grèves d'ouvriers, les premières grèves documentées de l'histoire humaine, éclatent parce que les rations alimentaires promises aux travailleurs ne sont plus livrées. Les fonctionnaires détournent les ressources de l'État à une échelle industrielle. Les prêtres du temple d'Amon accumulent des terres et des richesses au point de constituer un contre-pouvoir qui rivalise avec la couronne elle-même. Et Ramsès III, le pharaon victorieux sur ses murs de pierre, meurt probablement assassiné dans le cadre d'une conspiration de harem impliquant l'une de ses propres épouses et plusieurs hauts fonctionnaires de la cour. La victoire militaire n'avait pas sauvé l'institution. Elle avait juste retardé son agonie. La question qui se pose ici est fondamentale. Pourquoi l'Égypte a-t-elle résisté quand tout le reste s'effondrait ? La réponse la plus évidente est géographique. Le Nil est un système hydrologique unique au monde. Ses crues annuelles, alimentées par les pluies des hauts plateaux éthiopiens et non par les précipitations méditerranéennes, fonctionnent selon un cycle relativement indépendant des sécheresses qui ravagent l'Anatolie, la Grèce et le Levant. Quand les champs hittites se craquellent sous le soleil, les champs égyptiens du delta du Nil continuent de recevoir leur limon annuel, continuent de produire du grain, continuent de nourrir une population que la géographie protège partiellement des mêmes catastrophes climatiques qui dévastent ses voisins. Ce n'est pas une immunité totale. L'Égypte souffre aussi, mais c'est un amortisseur, un tampon géographique qui lui donne quelques décennies de répit supplémentaires pendant lesquelles les autres s'effondrent. Mais la géographie n'explique pas tout. Il y a aussi la structure institutionnelle de l'État égyptien, qui présente une caractéristique que les autres grands empires de l'époque n'ont pas à la même échelle. Une centralisation administrative si profonde et si ancienne qu'elle a développé une forme de résilience organique. L'Égypte a survécu à des dynasties, à des invasions, à des périodes de fragmentation interne, à des catastrophes naturelles, depuis 2000 ans au moment où l'âge du bronze s'effondre. Elle a des mécanismes d'adaptation rodés par des siècles de pratique. Elle sait comment redistribuer les ressources en période de pénurie. Elle sait comment mobiliser rapidement des forces militaires. Elle sait comment communiquer la propagande royale d'une façon qui maintient la cohésion sociale, même dans les moments de crise. Ces compétences institutionnelles sont invisibles dans les statistiques économiques, mais elles sont peut-être le facteur décisif qui fait la différence entre la survie et la disparition. Cependant, la survie de l'Égypte a un coût que les murs triomphants de Medinet Habu ne montrent pas. Pour repousser les peuples de la mer, Ramsès III a dû recruter massivement dans les rangs mêmes de ces peuples. Des mercenaires chardanes, des soldats libyens, des guerriers issus de groupes qui avaient attaqué l'Égypte une génération plus tôt, se retrouvent à combattre sous la bannière du pharaon. C'est une stratégie pragmatique et efficace à court terme. C'est aussi une transformation profonde de la même de l'armée et par extension de l'État égyptien. L'Égypte qui sort victorieuse des batailles de Ramsès III n'est plus tout à fait l'Égypte qui y est entrée. Elle a absorbé dans ses structures une partie de ce qui l'avait attaqué, et cette absorption va progressivement modifier son centre de gravité politique, militaire et culturelle de façon irréversible. Les décennies qui suivent la mort de Ramsès III illustrent ce processus de transformation avec une clarté impitoyable. La succession des pharaons qui portent tous le nom de Ramsès
du 4e au 11e, est une liste de règnes de plus en plus courts, de plus en plus agités, de plus en plus impuissants face à la montée en puissance des grands prêtres d'Amon et des chefs militaires d'origine étrangère. Le territoire égyptien rétrécit. La Nubie et les possessions levantines sont perdues. L'administration centrale perd progressivement le contrôle sur la Haute-Égypte. Et vers l'an 1070 avant notre ère, l'Égypte se divise officiellement en deux entités séparées. Le nord sous l'autorité nominale du pharaon, le sud sous l'autorité réelle du grand prêtre d'Amon. Ce n'est pas un effondrement brutal comme celui des Hittites. C'est une dissolution lente, progressive, presque imperceptible de jour en jour, mais absolument évidente sur l'échelle d'un siècle. Ce que l'histoire de l'Égypte nous enseigne sur la survie face à l'effondrement est donc beaucoup plus nuancé que le simple récit d'une nation qui résiste là où les autres cèdent. L'Égypte survit, oui, mais elle survit transformée. Elle survit diminuée. Elle survit en payant un prix institutionnel, territorial et culturel considérable. La victoire de Ramsès III contre les peuples de la mer est réelle, mais elle est aussi, d'une certaine façon, le dernier grand acte d'une Égypte encore pleinement elle-même. Ce qui vient après, c'est une longue descente, ponctuée de sursauts brillants, vers un état de plus en plus fragile, de plus en plus dépendant de puissances étrangères, jusqu'aux conquêtes assyriennes, perses et enfin grecques d'Alexandre. La civilisation égyptienne ne meurt pas à la fin de l'âge du bronze. Elle se transforme en quelque chose de différent, de moins souverain, de moins autonome. Et parfois, se demander si c'est vraiment une survie ou juste une mort plus lente et plus digne est une question à laquelle il n'y a pas de bonne réponse. Il y a quelque chose que les historiens appellent l'âge sombre grec, et ce nom est l'un des euphémismes les plus doux et les plus trompeurs de toute la discipline. Sombre. Comme si c'était une question de lumière. Comme si c'était une métaphore poétique pour désigner une époque moins brillante, moins créative, moins dynamique que ce qui précédait. La réalité que ce terme recouvre est infiniment plus brutale que ça. Ce que les archéologues ont trouvé dans les couches sédimentaires correspondant aux 3 siècles qui suivent l'effondrement de l'âge du bronze n'est pas une civilisation assombrie. C'est une civilisation qui a presque cessé d'exister. Et la différence entre les deux n'est pas une question de nuance académique. C'est la différence entre un homme qui dort et un homme qui est mort. Voici ce que les données archéologiques nous disent sur la Grèce entre l'an 1150 et l'an 800 avant notre ère, approximativement. La population chute. Les estimations varient selon les régions et les méthodes de calcul, mais la plupart des chercheurs s'accordent sur une réduction de la population de l'ordre de 60 à 80% dans certaines zones. Pas une génération difficile, pas une période de vaches maigres, une catastrophe démographique comparable à certaines des pires pandémies de l'histoire médiévale. Des régions entières qui comptaient des dizaines de milliers d'habitants se retrouvent avec quelques centaines de survivants dispersés dans des villages de subsistance qui n'ont plus rien à voir avec les cités palatiales d'avant. Les palais ne sont pas reconstruits. Les ateliers artisanaux de bronze disparaissent. Les routes commerciales longue distance s'éteignent. Et l'écriture, ce linéaire B si précieux que les scribes mycéniens utilisaient pour tenir leurs registres comptables obsessionnels, disparaît complètement de la péninsule grecque. Complètement. Pendant 4 siècles. 4 siècles sans écriture. Essaie de mesurer ce que ça signifie vraiment. L'écriture n'est pas seulement un outil de communication, c'est un outil de mémoire collective. C'est le mécanisme par lequel une société transmet à ses descendants non seulement les faits de son histoire, mais les techniques de son artisanat, les formules de sa médecine, les lois de son organisation sociale, les récits qui donnent un sens à son existence. Quand l'écriture disparaît, tout ce qui n'est pas transmissible oralement de génération en génération se perd. Et beaucoup se perd en effet. Les techniques de construction des grands palais mycéniens disparaissent. Les savoirs spécialisés des scribes, des comptables, des architectes de l'âge du bronze s'évaporent dans le silence des générations
qui n'ont plus ni les outils, ni les institutions nécessaires pour les maintenir vivants. Ce n'est pas un âge sombre, c'est une amnésie civilisationnelle à grande échelle. La même chose se produit, à des degrés divers, dans presque toutes les régions touchées par l'effondrement. En Anatolie, là où se trouvait l'empire hittite, les grandes cités disparaissent si complètement que pendant 2000 ans, comme je l'ai mentionné, les historiens doutaient même de leur existence. Ce n'est qu'avec les fouilles archéologiques du XXe siècle que la réalité de cet empire a été pleinement reconstituée. En Syrie et au Levant, les niveaux de destruction et d'abandon sont visibles dans stratigraphie de dizaines de sites. À Chypre, l'île qui avait été l'un des grands centres de production et d'exportation de cuivre de l'âge du bronze, plusieurs grandes villes côtières sont abandonnées et ne sont jamais réoccupées. Le réseau commercial qui avait relié tout ce monde ensemble ne se contracte pas progressivement. Il s'éteint comme une flamme qu'on souffle. Et ce qui reste sont des communautés isolées, repliées sur elles-mêmes, qui ont perdu non seulement leurs partenaires commerciaux, mais aussi la mémoire que ces partenaires avaient jamais existé. Il y a un objet archéologique qui illustre cette rupture avec une éloquence particulière. C'est une épée. Pas n'importe quelle épée, une épée de fer. Le fer commence à remplacer le bronze comme métal de prédilection pour les armes et les outils dans les siècles qui suivent l'effondrement, et pendant longtemps les historiens ont interprété ce changement comme une avancée technologique, une amélioration. La réalité est plus ironique que ça. Les artisans de l'âge du bronze savaient produire du bronze de qualité militaire supérieure. Le fer primitif de l'âge du fer ancien est souvent de qualité inférieure. Le passage au fer n'est pas le triomphe d'une meilleure technologie. C'est l'adaptation forcée à une situation où l'approvisionnement en étain, indispensable à la fabrication du bronze, a définitivement cessé parce que les routes commerciales longue distance qui le transportaient ont disparu. On n'est pas passé au fer parce que c'était mieux. On est passé au fer parce qu'on n'avait plus accès à l'étain. C'est la différence entre une innovation et une régression maquillée en nécessité. Mais voilà où l'histoire prend un tournant inattendu. Et c'est le moment que j'ai envie de te faire apprécier dans toute sa complexité. L'âge sombre n'est pas seulement une période de perte et de destruction. C'est aussi, paradoxalement, une période de transformation qui va rendre possible la renaissance qui suit. Les populations qui survivent à l'effondrement et qui se dispersent à travers la Méditerranée emportent avec elles des fragments de l'âge du bronze, des techniques artisanales, des récits mythologiques, des pratiques agricoles, des savoir-faire navals. Ces fragments, transplantés dans de nouveaux contextes, dans de nouvelles combinaisons, vont germer différemment. Les Phéniciens, héritiers partiels de la tradition commerciale ougaritique, développent un alphabet simplifié qui va révolutionner l'accès à l'écriture en le rendant apprénable en quelques semaines plutôt qu'en années de formation scribale. Cet alphabet phénicien va donner naissance à l'alphabet grec, qui va donner naissance à tous les alphabets que tu utilises aujourd'hui. Le silence de l'âge sombre n'est pas seulement un vide. C'est aussi une matrice dans laquelle quelque chose de nouveau et d'imprévu est en train de se former. Les épopées d'Homère sont l'illustration la plus parfaite de ce processus. L'Iliade et l'Odyssée, composées probablement au 8e ou 9e siècle avant notre ère, au moment où la Grèce commence à émerger de son âge sombre, sont des tentatives de récupérer et de préserver la mémoire d'un monde disparu. Troie, Mycène, les héros couverts de bronze, les palais aux portes dorées. Tout ça, c'est le souvenir déformé, mythifié, amplifié d'une époque que les Grecs de l'âge sombre connaissaient encore vaguement par tradition orale, mais dont ils avaient perdu les détails concrets depuis des générations. Homère ne décrit pas l'âge du bronze tel qu'il était. Il décrit comment les survivants et leurs descendants se souvenaient, ou imaginaient, ou rêvaient ce monde perdu. Et ce faisant, il crée quelque chose de nouveau.
une identité narrative collective qui va devenir l'un des fondements de la civilisation grecque classique et par extension de la civilisation occidentale tout entière. Ce que je trouve le plus vertigineux dans tout ça, c'est la question de la conscience. Est-ce que les gens qui vivaient pendant l'âge sombre savaient qu'ils vivaient dans un âge sombre ? Est-ce qu'ils avaient conscience que leurs ancêtres avaient construit quelque chose d'incomparablement plus sophistiqué que ce qu'ils pouvaient eux-mêmes construire ? Probablement pas, au sens où nous l'entendons. Pour un enfant né dans un village de subsistance de Grèce en 1050 avant notre ère, les ruines du palais mycénien de Tirynthe, visibles à quelques kilomètres de là, étaient simplement les vestiges d'un âge héroïque et légendaire, peut-être l'œuvre des géants ou des dieux, certainement pas le produit d'une civilisation administrative humaine et ordinaire dont ses arrière-arrière-grands-parents avaient encore la mémoire directe. La rupture était si totale, si profonde, que même la transmission orale n'avait pas su préserver la réalité de ce qui avait existé. Ce qui restait, c'était le mythe, la légende, le rêve d'un passé plus grand que le présent. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour recommencer. Je veux commencer ce dernier chapitre par une confession. Quand j'ai commencé à creuser vraiment dans l'histoire de l'effondrement de l'âge du bronze, je cherchais une leçon propre, un enseignement clair, transmissible, rassurant dans sa clarté. Du genre, voilà ce qu'ils ont fait de mal, voilà ce qu'il aurait fallu faire différemment, voilà comment éviter la même erreur. C'est ce qu'on attend d'une histoire historique bien racontée. Une morale, une sortie de secours. Et plus j'avançais dans les preuves, plus je me rendais compte que la vraie leçon de l'âge du bronze est exactement l'inverse de ça. Elle n'est pas rassurante. Elle ne propose pas de sortie de secours. Elle dit quelque chose de beaucoup plus inconfortable. Que les mécanismes qui ont détruit ce monde ne sont pas des erreurs qu'on peut corriger. Ce sont des caractéristiques profondes de la façon dont les sociétés humaines complexes fonctionnent. Et la plupart d'entre elles sont parfaitement visibles autour de nous aujourd'hui. Reprenons les pièces du puzzle, une par une, et regardons-les avec les yeux du présent. La première pièce, c'est l'interconnexion globale. Le monde de l'âge du bronze tardif était extraordinairement connecté pour son époque. Des chaînes logistiques qui traversaient des milliers de kilomètres, des dépendances mutuelles si profondes qu'aucune civilisation ne pouvait fonctionner seule. Cette interconnexion était la source de sa prospérité et la condition de sa vulnérabilité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde incomparablement plus interconnecté que celui de l'âge du bronze. Nos chaînes d'approvisionnement s'étendent sur tous les continents. Un tremblement de terre dans une usine de semi-conducteurs à Taïwan peut paralyser la production automobile mondiale en quelques semaines. Une pandémie dans une province chinoise peut vider les rayons des supermarchés européens en quelques mois. Nous avons construit, avec une efficacité et une sophistication sans précédent dans l'histoire humaine, exactement le type de système que l'âge du bronze avait construit. Et nous appelons ça la mondialisation, en y voyant principalement un avantage. La deuxième pièce, c'est la dépendance aux ressources critiques concentrées. Les civilisations de l'âge du bronze ne pouvaient pas fabriquer leur armement sans étain, et l'étain ne se trouvait qu'en quelques endroits précis de la planète. Cette dépendance à une ressource rare, transportée sur de longues distances, était une vulnérabilité structurelle que personne n'avait délibérément choisie, mais que tout le monde subissait. Aujourd'hui, les économies mondiales dépendent du lithium pour leurs batteries, des terres rares pour leur technologie numérique, du pétrole pour leur transport, du gaz pour leur chauffage. Ces ressources sont concentrées dans quelques régions du globe. Les routes qui les acheminent passent par des points d'étremblement géographique précis.
Un conflit, une décision politique, une catastrophe naturelle dans l'un de ces points peut déclencher une cascade de perturbations que les systèmes en aval n'ont plus les tampons pour absorber. Ce n'est pas une analogie lointaine avec l'âge du bronze, c'est la même structure de vulnérabilité avec des noms de ressources différents. La troisième pièce est la plus difficile à regarder en face, parce qu'elle touche à quelque chose de très humain. C'est la tendance des élites à protéger leurs intérêts propres quand le système commence à se fissurer, même si ce faisant, elles accélèrent l'effondrement du système dont elles dépendent elles-mêmes. Les nobles hittites qui dissimulaient leurs grains pendant les famines, les fonctionnaires mycéniens qui détournaient les ressources palatiales, les grands prêtres d'Amon qui profitaient de la faiblesse du pharaon pour agrandir leur pouvoir et leurs possessions. Ces comportements n'étaient pas aberrants. Ils étaient rationnels, du point de vue individuel, dans un contexte de ressources raréfiées. Et ils étaient collectivement suicidaires. Nous n'avons pas résolu ce problème. Les mécanismes qui poussent les individus à court-circuiter le bien commun pour protéger leurs intérêts immédiats quand la pression monte, sont inscrits dans notre psychologie évolutive. Nous pouvons les contenir avec des institutions, des lois, des normes culturelles. Mais ces contenants eux-mêmes s'érodent précisément dans les périodes de stress où on en aurait le plus besoin. La quatrième pièce, c'est le changement climatique. Et là, je dois être précis, parce que la comparaison est tentante, mais elle mérite d'être faite correctement. La sécheresse qui a frappé la Méditerranée orientale à la fin de l'âge du bronze était un phénomène naturel, probablement lié à des variations dans les courants atmosphériques et océaniques. Elle n'était pas causée par l'activité humaine. Le changement climatique contemporain, lui, l'est massivement. Mais ce qui est similaire, c'est le mécanisme d'impact. Une perturbation des systèmes agricoles et hydriques qui déclenche des déplacements de population, qui mettent sous pression des régions de destination déjà fragilisées, qui génèrent des tensions politiques et sociales, qui fragilisent les institutions, qui réduisent la capacité collective à répondre aux crises suivantes. Ce circuit de rétroaction, où une perturbation climatique déclenche une cascade sociale et politique, est exactement ce que nous avons observé dans l'âge du bronze. Et les projections climatiques actuelles décrivent des perturbations d'une ampleur et d'une durée qui pourraient mettre en mouvement des centaines de millions de personnes dans les décennies qui viennent. Mais voici ce que je veux que tu gardes vraiment, au-delà de toutes ces comparaisons. Ce qui me frappe le plus dans l'effondrement de l'âge du bronze, ce n'est pas que ça s'est passé. C'est que personne, à l'intérieur du système, n'a su le voir venir de façon globale. Les scribes d'Ougarit documentaient les perturbations locales. Les rois hittites suppliaient pour du grain. Les pharaons construisaient des défenses côtières. Chacun répondait à la crise immédiate devant lui avec les outils qu'il avait. Personne ne disposait d'un point de vue assez large, d'une information assez complète, d'une autorité assez étendue pour voir l'ensemble du système se dérégler simultanément et intervenir à l'échelle nécessaire. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était une limite structurelle de la façon dont l'information circulait et dont les décisions se prenaient dans ce monde. Et si tu penses que nous avons résolu ce problème avec nos satellites, nos réseaux de données et nos organisations internationales, je te suggère de regarder comment l'humanité a répondu aux premières alertes sur le changement climatique il y a 50 ans, et de te demander si la vitesse et la cohérence de cette réponse te remplissent vraiment de confiance. Je ne dis pas que l'effondrement est inévitable. Je ne fais pas de prophétie. L'histoire n'est pas déterministe et les analogies historiques ont des limites réelles. Nous avons des outils que l'âge du bronze n'avait pas. Nous avons une compréhension des systèmes complexes que les scribes mycéniens n'auraient pas pu imaginer. Nous avons, en théorie, la capacité de voir les mécanismes que j'ai décrits dans cette histoire et de choisir d'y répondre différemment. La connaissance de ce qui s'est passé est en elle-même un avantage que les habitants d'Ougarit n'avaient pas quand ils cuisaient leurs dernières lettres dans leur four. Ce que je dis, c'est que cette connaissance n'est utile que si on la prend au sérieux. Que les systèmes complexes n'envoient pas de signal d'alarme unique et clair
avant de s'effondrer, qu'ils envoient des dizaines de signaux faibles que des gens très occupés et très rationnels ont tendance à minimiser, à compartimenter, à remettre à plus tard. L'âge du bronze s'est terminé non pas parce que les hommes et les femmes qui y vivaient étaient moins intelligents que nous, moins courageux, moins capables. Il s'est terminé parce qu'ils étaient exactement comme nous, avec les mêmes biais cognitifs, les mêmes intérêts à court terme, les mêmes difficultés à coordonner des réponses collectives à des crises qui dépassent les frontières de leurs institutions existantes. La civilisation mycénienne a construit des palais d'une beauté stupéfiante et tenu des registres d'une précision maniaque et forgé des armes d'une qualité remarquable. Et elle a disparu si complètement que pendant 3000 ans, on a cru que la guerre de Troie était un mythe. Ce n'est pas une histoire sur leur échec, c'est une histoire sur la fragilité de tout ce que les humains construisent. Et la question que cette histoire laisse ouverte, la question qui devrait continuer à tourner dans ta tête bien après que tu auras fermé cette page, est simple et vertigineuse à la fois. Dans 3000 ans, que restera-t-il de nous? Et est-ce que quelqu'un, quelque part, aura su lire les signaux à temps?